Bonsoir, je suis Reda Taleb et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode du Mac du Gam, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du marketing, de la publicité, des médias et du digital au Maroc et à l'international. Le Mac du Gam, ce sont des thématiques qui vous intéressent, discutées par des experts connus et reconnus, les chiffres clés de l'industrie, des benchmarks et des success stories. Commençons la première rubrique de notre émission, les chiffres clés du secteur. Au 15 octobre 2022, les investissements publicitaires connaissent une hausse significative, atteignant 5,7 milliards de dirhams, en hausse de 13 points par rapport à 2021. Les entreprises de services viennent en tête des investissements publicitaires avec 1,3 milliard de dirhams, en hausse de 12 points par rapport à 2021. Les télécommunications viennent en deuxième position avec 1,1 milliard de dirhams, stable par rapport à l'année dernière. On souligne une explosion du niveau d'investissement du secteur du divertissement et du loisir avec plus 135%, dépassant la barre des 500 millions de dirhams. Pour boucler le podium, le secteur de l'agro-industrie et de l'hygiène viennent avec respectivement 514 et 313 millions de dirhams. En ce qui concerne les audiences télé, nous notons une progression de 5 minutes entre octobre 2021 et octobre 2022, passant à 3 heures et 28 minutes par individu. Pour ce qui est du baromètre de la consommation, les foyers marocains ont augmenté leurs dépenses de 11%, ils ont acheté 8% d'articles en plus et ont fréquenté les magasins à hauteur de plus 4%. Il est à noter que ce sont les jus qui ont connu la plus grosse progression avec plus 47%. C'était tout pour les chiffres du GAM. Passons à présent à la deuxième rubrique de notre émission, le débat du GAM. Le marketing sportif ou le sport business, une thématique qui prend de plus en plus d'importance. La fidélité des supporters envers leurs équipes ou leurs athlètes préférés donne envie aux marques d'en apprendre davantage et de capitaliser sur cette relation sacrée. C'est de ce sujet-là et de bien d'autres que je discuterai avec mes invités. Samia Al-Qiyas, vous êtes directrice marketing et développement chez Sofac. Marhaba bik maana. Merci beaucoup Reda. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Avec plaisir. Donc, directrice marketing développement chez Sofac Crédit et Leasing. Et ça fait plus de 15 ans que j'évolue dans le secteur financier. Très bien, merci d'être avec nous. Merci à vous. À mes côtés également, Nawal Aidaoui, vice-présidente du Sporting Club Casablanca, un club de foot 100% féminin, et anciennement membre du comité directeur du Raja. Nawal, marhaba bik. Merci Reda. Oui, expérience du Raja, très intéressante de 2018 à 2020, et ensuite récemment la saison dernière, et actuellement avec le Sporting Club Casablanca. Voilà. Et avant cela, une carrière dans le corporate life, notamment dans les métiers du marketing. Oui, et je garde encore l'activité. Donc, j'ai un cabinet de conseil en stratégie et marketing. Voilà. Très bien. Merci Nawal d'être avec nous. À mes côtés également, Brahim Amdoui, Corporate Communication Manager et Head of Content chez Inouï. Brahim, marhaba bik. Merci. Est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, donc comme tu as bien précisé, je suis manager content chez Inouï et communication institutionnelle. Plus de 20 ans d'expérience dans le métier de communication, dont 13 ans dans le télécom, donc chez Inouï. Très bien, marhaba bik maana. Et enfin, last but not least, Zaki El-Hababi, directeur général de Transatlas Sport Management, TSM, une agence de marketing sportif. Zaki, marhaba bik maana. Merci. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, tout à fait. Donc, je suis le DG de TSM. C'est une agence que j'ai montée il y a 20 ans, qui est spécialisée dans le marketing sportif avec deux grands axes, qui est surtout le foot et le running. Et une expérience de 10 ans à l'étranger qui m'a permis justement un peu de faire mes classes et d'apprendre un petit peu ce métier passionnant. Parfait. J'ai hâte de démarrer le débat. Et avant cela, une petite vidéo introductive de nos thématiques. Vidéo. Le sport s'est imposé depuis longtemps comme une vitrine exceptionnelle pour les marques et s'associer aux valeurs qu'il véhicule est incontournable. Les grandes marques internationales investissent des sommes astronomiques en sponsoring et la publicité n'y échappe pas. Le Super Bowl en est le parfait exemple. C'est l'événement marketing et sportif de l'année aux USA. Avec plus de 100 millions de téléspectateurs, il est devenu au fil des années un véritable show qui va au-delà du sport. Les marques se battent pour y diffuser leur publicité. 5 millions de dollars pour 30 secondes de pub. Des chiffres impressionnants. Cette année, la Coupe du Monde de football s'invite au Qatar. En 2018, cet événement planétaire a rassemblé plus de 3,5 milliards de téléspectateurs. De quoi attirer les annonceurs du monde entier qui souhaitent imposer leur marque. Bien sûr,
Dans chaque pays, les marchés sportifs ont chacun leur relativité financière. Dans quelle mesure les marques doivent-elles capitaliser sur les événements sportifs ou le sport en général? Quelles sont les bonnes approches? Donc, autant de questions auxquelles nous essayerons de répondre ensemble. Et la première question, justement, j'ai envie de la poser, Samia. Sofac a choisi de faire de l'axe sportif une des dimensions de sa stratégie marketing. Est-ce que tu peux expliquer ce choix? Alors, Reza, Sofac, comme beaucoup de marques, s'est positionné sur le sport parce que, comme tout le monde le sait, le sport est très fédérateur, qu'on n'a pas trouvé mieux pour rassembler les gens, qu'en termes d'émotion, d'affect, c'est quand même des rendez-vous super importants. Oui. Et c'est aussi un outil de divertissement qui fait que les gens n'ont pas l'impression d'être appelés à consommer. Mmh. Donc, les marques comme Sofac désirent forcément s'associer à des événements ou des images de joueurs en termes de valeur. D'accord. Donc, effectivement, dans notre stratégie globale, le marketing sportif ou le marketing par le sport, parce qu'on peut l'appeler aussi comme ça, exactement, est aujourd'hui une composante majeure de notre communication. D'accord. Et pour vous donner un chiffre, c'est chez Sofac entre 20 et 25% de notre budget global de communication. Près du quart de vos investissements en communication se font sur cette dimension du marketing du sport au marketing sportif. Tout à fait, à travers le football principalement. D'accord. Parce que c'est vrai que le football est un sport très populaire, et ce partout dans le monde, absolument, qui a des spectateurs directs et indirects, parce qu'il y a les gens qui sont sur place dans les stades, mais il y a aussi les gens qui sont chez eux devant leur écran de télévision, qui suivent. Donc la marque, ils sont forcément exposés à la marque. Et puis il y a le running aussi, sur lequel on est positionné depuis... Alors le running, c'est toutes les activités autour de la course à pied, j'imagine, tout à fait. C'est ça? Donc on est dans ces différentes dimensions, les marathons, Exactement. C'est ça? Exactement. Donc on est partenaire pour depuis 3 ans, bientôt 4 ans, d'un marathon qui est largement médiatisé et de manière internationale. On peut le citer, hein? On peut le citer, c'est le Marathon des Sables. Parfait. Et on soutient un coureur, Aziz Yachou, que j'en profite. Bien sûr, on peut le saluer. Voilà, qu'on peut saluer. Et donc voilà, ce sont des valeurs. Donc ce qui est important ici, c'est vraiment les valeurs auxquelles on s'associe. D'accord. Et pourquoi justement le choix de ces deux sports? Qu'est-ce qui a motivé justement le choix de ces deux sports? Bon, à la limite, le foot, j'ai presque envie de dire c'est naturel, c'est le sport le plus populaire. Et pourquoi le running comme sport complémentaire? Pourquoi le running? D'abord, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, alors le foot continue de faire ses preuves et je pense que il a de beaux jours devant lui. Aujourd'hui, au Maroc, il est indispensable d'aller encourager d'autres sports. Je pense que Zaki pourra dire un mot là-dessus. C'est aussi notre mission en tant qu'entreprise citoyenne, d'aller encourager d'autres sports et de pouvoir offrir des opportunités à ces jeunes qui, comme Aziz Yachou et d'autres qu'on connaît, qui n'ont pas forcément toutes les conditions de départ, à l'instar de d'autres pays, et que nous, en tant qu'entreprise, encore une fois citoyenne, on a presque le devoir de soutenir. Parfait. Et puis, il y a cette histoire de valeurs. Et puis, les catégories socio-professionnelles qu'on a envie de toucher. C'est ça. Il y a une logique de ciblage, j'imagine, absolument. Parce que j'imagine que ce n'est pas un fruit du hasard, c'est pas j'aime bien le running, on va faire du running. Non, parce que il y a des études derrière. Absolument. C'est important qu'on puisse toucher un maximum de gens. Il y a aussi la dimension intergénérationnelle, qu'aujourd'hui, nous, à travers notre activité, eh bien, on cible aussi bien les jeunes que les retraités. Et donc, à travers le sponsoring, il faut qu'on puisse vraiment aller toucher un maximum de gens dans leur diversité. Parfait. Je te remercie, Samia. J'ai envie de te poser la même question, Brahim, par rapport à Inouï. On sait que vous êtes aujourd'hui partenaire de la Botola Pro, qui porte d'ailleurs le nom de la marque. Mais au-delà justement de cette action-là, qui est quand même très symbolique et j'imagine aussi requiert un investissement important, qu'est-ce qui fait qu'une marque comme Inouï justement a choisi de s'associer à cette dimension du marketing du sport, au marketing sportif? Merci pour cette question, Sereda. En fait, d'abord, notre implication dans le sport et spécialement dans le foot est venue dans un timing assez particulier. C'était à l'époque du Covid. D'accord. Il y avait double objectif. Déjà, le foot, c'est indéniable, c'est quelque chose qui fédère, donc c'est mass market. Nous, on est une marque grand public,
un produit de grande consommation. Le territoire foot reste pour nous quelque chose d'assez naturel si on veut toucher notre cible et aller au-delà aussi. Deuxième chose, c'était surtout par rapport à notre engagement et en tant que marque citoyenne. Donc c'était le moment de montrer notre implication dans l'écosystème national pour accompagner le foot, pour justement permettre le développement du sport, surtout dans un contexte assez particulier, il n'y avait pas de public. C'était en quelque sorte une aventure, mais une prise de risque, mais calculée, parce que le foot, c'est en perpétuelle croissance, donc c'est quelque chose qui va monter crescendo, ça recrute, les générations se renouvellent assez rapidement, les joueurs, c'est des jeunes, donc ça fédère dans tous les sens, c'est intergénérationnel, et c'est quelque chose qui crée beaucoup d'engagement, qui crée beaucoup d'adhésion, un partage de valeurs entre la marque et ce que véhicule le foot comme valeur de dépassement de soi, de performance, de solidarité, ainsi de suite. Donc, c'était un peu le contexte. Il y a une cohérence, on va dire, stratégique. Exactement. Par rapport à vos ciblages. Et on était toujours dans tout ce qui est discipline de compétition. Donc, avant le foot, on était dans une discipline un peu particulière qui est le sport, pas encore électronique, on va dire e-sport. Oui. C'est à peu près, en fait, c'est tout le même principe un peu du sport traditionnel, sauf que c'est notre audience, c'est technologique. Par rapport à ce que disait Samir aussi, c'est cette notion de valeur. Vous cherchez finalement ces valeurs de compétition, de dépassement. Exactement. Et vous voulez associer la marque de l'engagement aussi, de l'engagement et la fidélité que les supporters par rapport à leur club, à la thématique de manière générale. Brahim, tu peux me donner des chiffres sur un peu l'importance que vous souhaitez accorder justement? Alors, quand on parle de quelle dimension, quel pourcentage de votre investissement, quels sont les résultats que vous allez chercher? Est-ce qu'on peut donner des choses concrètes pour les gens qui nous suivent sur un peu la pertinence de cette approche-là? En fait, c'est assez complexe parce que le foot, c'est pas que le sponsoring. Mm-hmm. Parce que il y a toujours un budget à sortir direct pour le partenariat, mais en parallèle, il y a beaucoup de choses à réajuster pour pouvoir accompagner. Parce que le sponsoring, c'est poser un logo, mais comment on va tirer bénéfice de tout ça? C'est ça. Donc, c'est plusieurs, on va dire, optimisations qui ont été faites par-ci, par-là, pour justement pouvoir embarquer cette thématique qui est assez forte, assez, on va dire, prédominante. Donc, on ne peut pas être partenaire du foot et ne rien faire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de poser le logo, de donner le chèque. Et donc, on essaie finalement de faire vivre ce rapprochement entre la marque. Pour vous donner un ordre d'idée, donc, nous, on a un budget partenariat sponsoring. Après, il y a tout un ajustement qui a été fait sur les budgets médias, les budgets prod, les budgets... Bien évidemment, les activations de marque, j'imagine. Les activations, les budgets event, toute cette configuration a été... Vous trouvez de la cohérence, j'imagine, avec les autres... A été optimisée pour justement pouvoir accompagner ce partenariat et apporter de la plus-value aussi au foot. Parce que ce qu'on fait, c'est non seulement... on pose notre logo, mais on essaie d'apporter notre savoir-faire, notre communication et faire hisser un peu le foot national au niveau de ce qui se fait à l'international. Des standards internationaux. Merci beaucoup, Brahim. Nawal, je me retourne vers toi. On passe de l'autre côté de la barrière. Tu es avec ta casquette de club. Justement, quelles sont les opportunités qu'offre le marketing sportif? Qu'est-ce que vous proposez justement aux marques en tant que club? À la limite, ce n'est pas votre vocation. Bien évidemment, il y a intérêt à avoir du sponsoring, mais au-delà, quelles sont les réelles opportunités à saisir pour les marques? Et à travers ce que tu vas nous dire, tu représentes un peu la profession, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que du côté club, stars, grands athlètes, qu'est-ce qu'on peut proposer à des marques finalement pour les intéresser à s'associer à du marketing sportif? Oui. Alors, le marketing, c'est une vraie vocation pour un club sportif parce que c'est ce qui permet de financer le club. C'est la base de tout parce que même en vendant que de la billetterie, c'est l'image du club qu'on vend. Donc, les clubs de foot, surtout au Maroc, dans d'autres pays, il y a d'autres sports qui sont populaires, mais chez nous, c'est surtout le football. Ce sont des marques qui ont un capital exceptionnel. J'ai découvert ce monde-là en 2018, du côté gestion du club, je veux dire, et j'ai été
impressionnés par le capital image auprès des fans. Aujourd'hui, les clubs essayent de lever des fonds donc à travers des partenariats avec des sponsors. On vend des surfaces d'affichage, donc sur le maillot, l'affichage au stade, du branding, de la billetterie. Mais la plus grande opportunité qui reste inexploitée au Maroc, je dirais presque inexploitée, c'est tout ce qui est produits dérivés. C'est une opportunité qui peut être exploitée avec un co-branding, avec une autre marque. Oui. Par exemple, sur les maillots, tout le monde connaît les exemples des grands clubs européens. Donc, vous avez l'équipementier, donc genre Adidas, avec le club, qui vont donc commercialiser toute la gamme sportive. Oui. C'est même un peu, ça devient de la fashion et chaque année il faut changer. Des collections, exactement. C'est un marché dans le monde qui est énorme. On a une idée sur ce que ça pèse dans le monde Ça pèse 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars. C'est énorme et c'est en progression de 10% chaque année. Et pour les gens qui se posent la question, où est-ce qu'ils devraient investir, il y a au moins un filon là qu'on a identifié aujourd'hui. Il y a encore beaucoup à faire au Maroc. Donc, après, c'est complexe parce qu'il y a l'approvisionnement, il y a la distribution de l'autre côté. Donc, les clubs ne sont pas forcément structurés, organisés pour gérer cette complexité. Alors, pourquoi justement, si l'opportunité est là, qu'est-ce qui fait que ça ne devient pas une priorité justement pour ces clubs, qu'ils s'organisent pour aller chercher, parce que c'est de la création de valeur à the end of the day. Oui, c'est de la création de valeur, exactement. Bon, au Raja, en 2018 et 2019, on a tenté quelques expériences parce qu'il fallait d'abord apprendre l'amont. Vous commandez un article textile, donc ça c'est le polo qu'on avait fait pour les 70 ans du club en 2019. Donc on a commercialisé à 5000 exemplaires en e-commerce exclusivement. D'accord. Et c'est une opération qui a très bien marché. Donc, on ne parle pas forcément que des maillots. Pour les grands clubs européens, juste pour référence, la vente des maillots hommes-femmes, enfants, c'est à peu près 50%. Et le reste de 50%, c'est énormément d'articles qui peuvent aller des équipements électroniques à des jouets pour enfants, toutes sortes de gadgets. Voilà. Quand vous rentrez dans un magasin, vous êtes dans un aéroport, dans une ville en Europe, vous avez forcément le fan shop du club de la ville. Et après, vous avez les clubs mythiques comme le FC Barcelone et le PSG qui vont avoir des stores un peu partout. Exact. Et quand vous vous baladez dans le magasin, vous avez des collections qui peuvent concerner des centaines d'articles. Il y a des premières expériences. On voit qu'il y a des clubs, tu citais le Raja, le Wydad, il y en a d'autres qui commencent à avoir leur store. Oui. Il y a un retour d'expérience, ça commence à accrocher. Il y a un marché pour ça au Maroc. Alors, je partage un retour d'expérience qui est en démarrage avec le Raja. Donc, on avait négocié avec le comité de la saison dernière. Mais le projet, il a vu le jour cette saison. C'est un partenariat avec un équipementier professionnel un équipementier international, voilà, qui a mis en place tout son savoir-faire pour la partie distribution, pour pouvoir déjà shipper les maillots partout dans le monde. Les fans des clubs comme le Raja, le Wydad et autres, donc ils habitent dans plusieurs pays. Et souvent, parmi les contraintes qu'on avait, c'était faire parvenir, maîtriser le circuit e-commerce et surtout la logistique de livraison avec des délais raisonnables, avec des coûts qui sont raisonnables. Pour rendre disponibles donc, ces articles à l'étranger et au Maroc à un prix qui est abordable. La question que je voulais poser, parce que moi je me dis qu'au Maroc déjà il y a peut-être un marché. Il y a un très gros marché. Il y a un marché à aller saisir, à aller prendre, à transformer. Oui. Alors avec One All Sport, donc qui est l'équipementier de cette saison du Raja, on a fait un maillot officiel et un maillot réplica. Ça aussi c'est important parce que vous êtes obligé en fait d'adresser toutes les bourses. C'est ce que font aussi les équipementiers internationaux avec les clubs internationaux. Donc vous avez le maillot professionnel de l'équipe première qui est en général à 150 € et vous avez des réplicas. Donc aujourd'hui le maillot du Raja il est disponible à 25 $. Donc pour la vente en ligne et voilà, ça fait un budget qui est plus abordable. Bon, le challenge ça serait de baisser encore ce prix-là. Le club il gère aujourd'hui les discussions avec son équipementier, mais le fait de s'associer avec quelqu'un qui maîtrise l'amont en matière de sourcing et le circuit de distribution, ça donne directement au club accès à... C'est un métier en fait. C'est un métier, exactement. On pourrait s'improviser, mais ça prendrait du temps pour l'expérience, encore une fois, du polo. Quelques articles textiles qu'on a fait au Raja sur les 3 dernières années a montré que c'était quand même assez lourd. Donc on arrive à en
sortir un tous les 3 mois. Après, des fois, on ne maîtrise pas les stocks, il reste des invendus, ou bien c'est l'inverse, on a vendu plus que prévu, et donc il y a de la frustration pour les personnes qu'on n'a pas réussi à livrer, et voilà. Donc c'est tout un métier. Merci Nawal. Zaki, je me retourne vers toi. Tu le disais, tu as monté ton agence il y a une 20aine d'années, donc tu es bien placé pour répondre à ma question directe. Est-ce qu'il y a réellement un sport business au Maroc? Oui, mais comme l'a dit Nawal aussi, c'est un métier où il faut avoir un peu la passion. D'accord. Et y croire. Et c'est clair que quand nous on a démarré, on était vraiment au début du début. Des expériences très réussies et intéressantes. Entre autres, on avait fait justement un deal avec Lotto qui était un peu dans la même approche. Maillot 45 €, réplique à 12 €. Donc il y avait eu des modèles qui avaient bien marché. D'accord. Après, nous, notre volonté, c'est justement de, et Samy en a parlé, toucher différentes cibles par rapport aux partenaires. C'est-à-dire que vous avez le foot qui est un peu le sport roi au Maroc, mais le running, comme on en parlait aussi, c'est une discipline qui commence à prendre de plus en plus de place et qui est une autre cible. Avec d'autres valeurs. C'est ça. Donc ça permet un petit peu de justement d'avoir concerné un peu plus de partenaires qui seraient susceptibles de se rapprocher soit d'équipes, soit d'événements, pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin. Mais il y a une marge de progression, sinon TSM ne serait pas là depuis 20 ans. On a une idée sur la taille de ce business-là au Maroc? Qu'est-ce que ça représente? Alors c'est un petit business. C'est-à-dire Ayant bossé moi par exemple sur des clubs comme le PSG ou l'équipe de France à un moment, ça n'est pas du tout comparable. Mais cette comparaison est simplement due à la réalité du marché économique, comme souvent, voilà, du pouvoir d'achat. Mais ça, à la limite, j'ai envie de dire, comme tous les secteurs d'activité, on sait que le Maroc a une taille de business. Bon, si je prends le marché du soda ou de l'assurance, le marché va être moins important que des marchés européens. Mais est-ce qu'on est dans des proportions similaires? On a une idée sur l'enveloppe aujourd'hui? C'est difficile de l'estimer. Même avec une grande intervalle? Ça serait vraiment s'avancer sur des chiffres. Je veux dire, un gros club foot sponsoring, il va tourner à 30-40 millions de dirhams. D'accord. Mais il faut faire attention parce que, bon, moi je me rappelle par exemple sur le PSG, le sponsoring n'est pas forcément la seule recette. C'est ça. Ça représente 25% du budget du club. D'accord. Le premier poste, c'est les droits télé. D'accord. Qui est, par exemple, dans le cas d'un club de foot, c'est surtout les droits télé. D'accord. Après, il y a la billetterie, la vente de joueurs. Aussi, qui est un volet très très important, limite des fois le jackpot pour certains clubs, particulièrement pour les clubs marocains. Après, le sponsoring, on va dire, ça tourne entre 25-35% du budget du club. D'accord. Et est-ce que c'est faute d'avoir justement une dynamique pour aller chercher les marques? Est-ce que c'est pourquoi cette limitation du potentiel? C'est pas une limitation. Oui. Je vais vous dire, la plupart des partenaires qu'on a sur certains clubs sont là peut-être depuis plus de 15 ans. D'accord. Donc quand ils exploitent cette plateforme sport, ils en sont satisfaits. D'accord. Le problème, par contre, qui est un problème important et moi qui on va dire souvent nous irrite, c'est que vous remarquerez que la grande distribution, les secteurs bancaires, il y a plein de secteurs qui sont absents du milieu du sport, et Samia l'a souligné, c'est à la fois soutenir des clubs de foot pour leur permettre un développement, mais derrière ces joueurs, c'est les jeunes, c'est toute une ville, c'est la ville elle-même en tant que destination. On traitera d'ailleurs. Par exemple, quand on parle Raja de Casablanca, Rock de Casablanca, je peux vous dire qu'à travers le monde, c'est connu. Bien sûr. On s'en rappelle sur les réseaux sociaux, on voyait des connexions d'Amérique du Sud, du Japon, de Chine, de partout. Bien sûr. Donc c'est des porte-drapeaux pour des villes. Et souvent, on a un petit peu amer à ce niveau-là, c'est qu'on se rend compte que les entreprises établies sur la place sont souvent très très frileuses. D'accord. Par rapport à cette discipline, qu'il soit le foot ou d'autres disciplines, et c'est un peu dommage. Alors justement, qui doit dynamiser cet écosystème? Qui doit être la locomotive pour aller mettre des marques sur le tour de table? La région, la ville? Et est-ce que c'est des agences comme TSM? Est-ce que c'est qui doit finalement dynamiser ça? Est-ce que c'est les clubs eux-mêmes? Est-ce que c'est les marques qui doivent initier tout cela? Comment ça se passe ailleurs? Tu as quand même une expérience... Déjà, le domaine du marketing sportif en Europe est beaucoup plus présent. D'accord. Après aussi, c'est un spectacle, un événement. Bien sûr. Donc, pardon, mais des fois, quand on voit certains événements de football, comme ils sont retransmis, quand vous avez 8 caméras et que dans certains pays, pour un simple match de championnat, vous avez 32, si vous présentez le spectacle d'une façon attrayante, forcément, les gens iront. C'est ça. Après, il y a tout un ensemble de facteurs qui font que le foot aussi, un peu on va dire, comme d'autres disciplines, c'est un peu la représentation de notre société. Bien sûr. Et que il y a l'équipe, il y a ses dirigeants.
et que ces dirigeants doivent être crédibles. Parce que quand il y a un investisseur, il faut qu'en face, il y ait des dirigeants crédibles. Oui. Ce point-là est à souligner parce que des fois, il y a des difficultés à ce niveau-là. Oui, parce que forcément, les dirigeants ne sont pas forcément au niveau par rapport à la dimension de l'équipe ou de l'événement. Bien sûr. Il y a plusieurs facteurs qui font que. Mais très clairement, comme je vous l'ai dit dès le départ, la plupart des partenaires qui sont rentrés dans la discipline sportive, c'est très rare qu'on y quitte. D'accord. Donc, il y a une satisfaction. Encore une fois qu'on y goûte, finalement, on se retrouve plus. en termes de retour sur investissement. Je vais vous dire, par exemple, vous prenez certains clubs, pour ne pas les citer, c'est quasiment un taux de renouvellement de 98% de nos partenaires. D'accord. On en perd très très peu. D'accord. Donc il y a une fidélisation, mais aussi parce qu'eux sont satisfaits du retour et de l'impact médiatique qui est énorme. Parce qu'après aussi, sur certaines disciplines, pardon, je parle un peu plus longtemps, mais par exemple, on parle du foot, peut-être au détriment des autres disciplines, le foot occupe 98% des grilles sportives au Maroc. Ce qui est peut-être un peu dommage pour les autres disciplines. Exactement. Qui serait important d'avoir un peu plus de ce qu'on est en train de pluralité. dire, c'est que la taille n'est pas... il y a encore du potentiel. Le foot s'accapare la part du lion, mais à la limite, c'est que les autres n'ont pratiquement rien. C'est ça, c'est-à-dire c'est les aussi autres la secteurs. difficulté. Alors justement, je voudrais revenir vers toi, Samia. Comment vous faites pour choisir justement de vous associer, de renouveler, enfin, de rester fidèle, de changer, de se dire on va étaler, j'imagine qu'il y a une approche, une procédure même, une manière de faire. Comment vous faites pour établir ces choix-là? Alors justement, j'en profite pour rebondir sur ce que vient de dire Zaki, parce que dans les critères, il y a quelque chose que Zaki vient de dire et qui est très important, c'est que quand on s'associe à un événement, à un joueur, à une équipe, c'est très important de construire ça sur la durée. Bien sûr. Donc, pour une stratégie de marketing sportif réussie, il faut un vrai partenariat solide et pas plusieurs petits partenariats pour distiller des petits budgets par-ci par-là et avoir aucun impact à la fin. C'est un peu ce que disait Ibrahim, les 3/4 finalement de ce budget a été orienté dans leur cas vers une seule discipline parce qu'il faut se donner les moyens que ça marche. On n'est pas en train de saupoudrer en mettant notre logo un peu partout à coût de 10 000, 20 000, 50 000 dirhams. Parce que, vous le savez, déjà à la base, le travail d'une marque se construit dans la durée. Oui. Et bien, c'est exactement le même principe pour une stratégie de marketing sportif. C'est ça. Donc, ça fait effectivement partie des critères de choix, de sélection. D'accord. On en revient aux valeurs. Ça, c'est évidemment le critère numéro 1. Les valeurs de la marque avec les valeurs que véhicule un sport particulier. Il faut absolument que ce soit associé. Club. Exactement. Ou un athlète aussi. Exactement. On avait traité des célébrités dans une émission précédente. Effectivement, le rapprochement des valeurs entre les marques et à qui on s'associe est fondamental. Fondamental, c'est le critère numéro 1. D'accord. Ensuite, il y a effectivement la puissance, le poids de l'événement. Oui. Bien sûr qu'une marque va plus facilement aller s'associer à un événement qui bénéficie déjà d'une certaine notoriété, parce que c'est plus facile. Elle va bénéficier également de son audience. D'accord. Oui, on a vu dans le média le Super Bowl. On sait qu'en étant en passant là, on a 100 millions de téléspectateurs on the spot et puis après c'est rediffusé. Exactement, exactement. Et puis pour finir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la cible aussi. La cible, donc la diversité, les générations qu'on veut, auxquelles on veut pouvoir s'identifier. Voilà globalement, en tout cas, dans les choix de l'annonceur. Alors justement, je reviens vers toi, Zaki. Par rapport à cela, votre rôle, c'est d'aller vers les annonceurs, leur expliquer qu'ils ont intérêt à investir dans le marketing sportif, ou alors c'est aller vers les clubs en leur expliquant qu'il faut... Les deux. Les deux? Oui, les deux. Tu peux... D'abord, travailler avec les clubs. D'accord. Donc la première étape, c'était signer des contrats avec les clubs. Oui. On avait deux rôles, on va dire en schématisant, régie et conseil. D'accord. Il s'avère que le conseil, avec certains clubs, on n'en est pas à ce stade-là, donc on en est sur les fondamentaux. D'accord. Et après, vis-à-vis des partenaires, c'est de leur proposer des événements par rapport aussi à leurs problématiques, leur dire on a différents terrains sur lesquels on peut aller, parce qu'il faut se rendre compte, par exemple, autant on parle du foot comme du running sur lesquelles discipline on est, il faut se rendre compte que nous, la première approche qui était assez surprenante, au départ, quand on a démarré TSM, les partenaires vous disaient on va aider le club. C'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire, c'est le club qui va vous aider. Pourquoi ? Parce que l'exposition médiatique de certains clubs est telle que c'est un boost très puissant en notoriété pour une marque. C'est-à-dire que vous avez une exposition médiatique tout de suite qui explose parce que vous êtes présent sur des clubs de football par les réseaux sociaux, l'image, l'exposition médiatique, télévision, presse, etc. On a des chiffres sur les sponsors officiels, par exemple sur des clubs de ceux de Casa. C'est énorme, c'est énorme. Et comme je dis, le foot, c'est 80% du sport. D'accord. Après, nous aussi, on est là aussi pour conseiller sur d'autres
événements. Et on choisit les événements qu'on considère porteurs. Type, par exemple, Marathon des Sables, qui est un événement extraordinaire depuis maintenant 37 ans au Maroc, qui donne une image du Maroc à l'international exceptionnelle, et qui fait que c'est aussi des événements où on sent des valeurs exceptionnelles, on sent un certain état d'esprit. Après, il y a de super belles histoires à raconter par le biais des partenaires, comme a fait avec Sofac, en prenant un athlète presque inconnu qu'on avait contacté un mois avant et qui est arrivé troisième, qui a, j'ai envie de dire, explosé tous les concurrents étrangers, et que c'était, je veux dire, un exploit. Et cette approche, justement, un petit peu citoyenne, d'accompagner des sportifs qui ont un potentiel monstre, de les amener plus loin, c'est aussi très, très important. Très clair. Et je compléterai, et de raconter une histoire. Voilà. Et à travers cette histoire, on peut motiver d'autres jeunes qui sont des champions, des pépites en devenir. Et ça, c'est la partie sympa du job aussi. Et comme on le sait, les publics sont aujourd'hui très sensibles aussi au rôle des marques au-delà de leur proposition de valeur directe. Voilà, justement, je voulais revenir vers toi par rapport à ce qu'on disait juste avant. Quand une marque choisit d'intégrer le marketing sportif dans sa stratégie, il y a quand même les autres communications naturelles sur les lancements de nouveaux produits, la promotion, les innovations. Et comment on organise tout ça? Comment on crée des synergies? Est-ce que tout doit passer par le foot ou le sport quand on a choisi d'y être? Ou alors on a une approche un peu plus complexe? Et justement, comment vous arrivez à gérer ça au niveau de Inouï? Justement, c'est pas binaire, donc c'est assez complexe à pouvoir intégrer un territoire, parce qu'on n'en a pas on en a plusieurs. Il n'y a pas que le foot comme territoire d'expression de marque qu'on utilise. Il y a plusieurs étages. Il y a l'étage marque, donc communication corporate, il y a l'étage produit, marché. Donc on a un large catalogue de produits et de services qui touchent différentes cibles. Bon, ça passe du grand public à une cible professionnelle. Donc on a la B2B, les classes CBCSP, donc plusieurs cibles. Du coup, en fait, c'est pour ça qu'au début, j'ai dit que c'était challenging, parce que c'était intégré dans une réflexion globale, donc de stratégie de marque. Et forcément, il faut doser l'utilisation du foot en fonction du ciblage. Certes, le foot, c'est quelque chose qui fédère, ça touche un très grand public. Notamment, on a tendance à dire que c'est une discipline masculine, mais il y a beaucoup de femmes, donc en pourcentage, on parle du foot, là. Le foot, oui. Le foot, cette année, notamment avec les Lions de l'Atlas, qui nous ont aussi donné envie de suivre les matchs, mais pas que, hein, Nawal, je pense qu'il y a des chiffres sur les followers, Oui, par exemple, sur la page du Raja de Facebook, qui compte 5 millions de followers, 20% à peu près sont des femmes. 20%, donc voilà. Exactement, on était agréablement surpris, parce qu'on avait eu les chiffres des premières journées de la Botola Pro Inouï. Et dans les chiffres de l'audience, il y avait un pourcentage assez impressionnant de femmes qui suivaient les matchs. Donc ce n'est pas une activité, une discipline exclusivement masculine et qui va limiter. Exactement. Après, bon, ça reste quand même 80-20, mais en tout cas, il y a quand même un impact sur une cible féminine, donc c'est assez inclusif. Ouais. Du coup, ça touche à tous les produits et services, vu qu'on est... mais il y a un certain dosage à faire. Donc, à chaque fois, en fait, on essaie d'intégrer le foot au bon dosage pour ne pas être exclusivement foot, parce qu'on a d'autres choses à soutenir. Je vais parler des égéries. Donc, on a Hakimi comme égérie, connaissait aussi de faire un partage de valeurs et d'essayer de placer différemment pour justement pouvoir véhiculer des messages autour de nos offres et produits sans être pour autant, on va dire, hard sell, donc dans la vente directe. C'est toujours des messages un peu génériques. Un rapprochement sur les valeurs, entre les valeurs de la marque, les valeurs de l'athlète ou du club. On s'associe à la performance, à la développement de soi, en fait, c'est des valeurs qu'on essaie de partager même avec les offres et les produits. D'ailleurs, bravo pour la campagne, l'activation Hakimi et Rizlan Shibek. C'est la première fois qu'on voit une joueuse de foot à l'affiche. Exactement. C'est bien de créer le Star System. Le Star System pour les hommes et pour les femmes. C'était notre ambition aussi, ça fait partie de notre ADN, donc on est toujours dans la parité, même dans nos spots, tout ça. Au Mac du Gam aussi, on est très paritaire, deux hommes, deux femmes. On a même eu une émission à 100% féminine, heureusement que j'étais là, pour balancer un peu. Je finirai sur un sujet, il y a aussi un volet où on a essayé de mettre en place, c'est de développer des produits
Oui. spécialement foot. D'accord. Alors, on a commencé par un produit, c'est pas toujours simple. Donc, on a commencé par un VAS, ce qu'on appelle un VAS, c'est un service à valeur ajoutée. D'accord. C'est le fameux service qu'on achète, qu'on souscrit avec les SMS, D'accord. qui s'appelle Botola Quiz, où là, c'est vraiment un produit foot, dédié au foot. Et on a été vraiment surpris. Mais en quoi ça consiste pour les gens qui ne c'est un connaissent pas? quiz, c'est un quiz foot. C'est D'accord. pour challenger un peu les connaissances des gens qui suivent le foot balistique. C'est culture générale foot et aussi ça fait. Et c'est quoi? Il y a quelque chose à gagner? Bien sûr, en fait, on fait gagner des choses journalières, hebdomadaires. D'accord. Donc il y a des mensuels. prix, les gens ils participent par des SMS. Ils répondent à des questions, ils gagnent des Il y a des choses. tirages au sort sur les gagnants. Voilà, un exactement, des scoring. tirages au sort. En fait, il y a un scoring qui se fait, il y a un classement, donc il y a un achievement à avoir, donc on essaie de donner aux gens un outil pour s'exprimer, pour exprimer leur passion au foot. Donc, et il y a un leaderboard, on a le classement des top on va dire, participants qui ont répondu juste à plusieurs questions. Et là aussi, on a, dans le cadre des synergies, on essaie de faire des synergies avec des marques aussi. On a fait une synergie avec Hyundai pour justement avoir un gros lot, une voiture et tout ça. Donc, ça, par contre, et ça, c'est une dynamique qu'on essaie de pérenniser, c'est de créer des services et des offres dédiées foot, justement pour pouvoir ne pas être la marque qui vient poser un logo, mais qui offre de la plus-value aux consommateurs, aux clients et supporters du foot, en leur offrant des choses spécifiques et qui s'adaptent à leur... Comme quoi, il n'y a pas de limite à la créativité par rapport aux différentes activations. Et Inouï le fait bien dans le sens où ils prennent les assets du foot pour les exploiter sur leurs médias. Souvent, les exploitations qu'on a vues avec les clubs, voilà. Donc le club offre une surface et donc l'annonceur, il va mettre son logo ou bien un message sur les panneaux LED du stade et ça va s'arrêter là, alors que c'est dommage. Il y a tellement de choses à faire en dehors des assets du club. Donc, justement, Nawal, je voudrais revenir vers toi par rapport au foot féminin spécifiquement. Oui. On n'en a pas suffisamment parlé, une belle transition. Sur justement comment est-ce que le foot féminin peut être un levier justement d'extension de ce territoire que peuvent offrir les clubs aux marques en termes d'espace d'expression. Quelles sont les opportunités derrière ? Alors, je dirais la première opportunité du football féminin dans notre pays, c'est l'opportunité de brander notre pays. Donc, on parle de plus en plus de nations branding et donc avoir une équipe nationale et des équipes, des clubs professionnels donc performants peut vraiment nous amener à créer cette image d'un Maroc moderne, parce que il ne s'agit pas que de performances sportives, il s'agit de femmes aussi. Donc on n'a pas besoin donc de dresser le tableau par rapport à la région, mais on est dans une région quand même où les femmes font encore face à beaucoup de challenges dans la société. Donc ça a été l'objet du discours royal de la dernière fête du trône. Et donc le sport, la performance sportive peut aider à construire cette image d'un pays vraiment engagé dans la modernité. Parce qu'il s'agit de l'émancipation de la femme. On l'a vécu avec quelques expériences passées. Bon, malheureusement, elles sont assez loin, mais il y a eu Nawal Moutaoukil, donc première médaillée olympique. Ensuite, Nzha Bidouane. Bien sûr, il y a tous les athlètes masculins, mais encore une fois, mettre des femmes en avant qui portent le drapeau du Maroc. Et en parlant de drapeau, d'ailleurs, il y a la participation à la Coupe du Monde de la FIFA en Australie en 2023. Australie-Nouvelle-Zélande. Australie-Nouvelle-Zélande, voilà. Et donc, grâce à la performance de l'équipe nationale durant la dernière Coupe d'Afrique, donc nous sommes qualifiés pour l'Australie. Donc, ça sera un grand événement sportif. La FIFA mise énormément sur le football féminin. On le voit de plus en plus. Même les festivités comme le Ballon d'Or et tout, aujourd'hui, on distribue les deux l'un côté de l'autre. Mais qu'en est-il pour les marques, Nawal ? C'est quoi l'opportunité pour les marques de s'associer justement à cette dynamique-là ? Bon, j'ai bien compris qu'il y avait un axe de participer à une cause qui est autour de la performance et de l'inclusion de la femme dans la société, mais au-delà.
Alors, au-delà, les premières marques qui vont s'engager avec les clubs féminins et avec l'équipe nationale vont gagner énormément en image RSE, en image d'entreprise citoyenne. Donc ça sera vraiment Alors, quand on dit RSE, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à un retour sur investissement? Beaucoup de clubs, voilà. Ça dépend des clubs. D'accord. Par exemple, l'année dernière, le Raja, l'équipe féminine du Raja, était en 3e division. Donc, on venait de créer la section féminine. Bon, elle existait, donc elle existait depuis les années 90. À un moment, le projet a été abandonné, donc on l'a recréé. Il fallait commencer en 3e division. On a eu un sponsor, donc avec une enveloppe raisonnable, mais l'impact que ce partenariat a eu, donc une fois qu'on l'a médiatisé, était vraiment au-delà de nos attentes. Pourquoi? Parce qu'il y a la marque Raja qui est derrière. Donc les clubs puissants qui ont déjà un asset marque important vont rapidement donner un retour sur investissement pour leurs annonceurs. Après, vous avez d'autres modèles de clubs. Par exemple, le Sporting. Donc c'est un club qui est aujourd'hui en 1re division. Bon, cette semaine, on est classé 1er du championnat. Je tiens à le dire. Même s'il y a eu une seule journée qui a été jouée, mais c'est notre ambition, c'est de remporter le championnat. Donc on est dans la performance. Le capital marque n'y est pas encore parce qu'on va le construire. Donc c'est un club qui a à peine 3 ans, il est tout jeune. Mais ça va venir avec la performance. Donc au début, ça serait un partenariat RSE, bien sûr, mais qui donnerait des avantages en misant sur le moyen, le moyen et le long terme. Voilà. Alors justement, en parlant du moyen long terme, selon toi, Samia, c'est quoi les tendances? Qu'est-ce qui est en train de se profiler dans cette association des marques à l'activité sportive, au sports business? Alors, moi, il y a un point dans les challenges, en tout cas, qui m'interpelle dans ce que disait Nawel, c'est ce retour sur investissement. Aujourd'hui, on peut plus ou moins l'évaluer, mais ce n'est pas encore très précis. Donc, c'est quelque chose à travailler. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme indicateur, vous pouvez suivre l'évolution du chiffre d'affaires dans les études relatives à la mémoire spontanée, assistée par rapport à la citation de la marque, etc. Des éléments d'image, de notoriété. Absolument. Mais voilà, il faudrait que vraiment dans l'écosystème, on puisse travailler sur cette évaluation pour pouvoir convaincre davantage les marques à s'engager dans le sponsoring sportif. Après, effectivement, dans ce que j'imagine pour les tendances à venir, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Nawel, par rapport aux enjeux RSE. Donc, il y a effectivement cette place du sport féminin qui est vide au Maroc, qui est vide. Avis aux intéressés. Absolument. Avis aux marques qui cherchent des causes. Souvent, les marques, elles sont à la recherche de causes. Exactement. J'accompagne des fois des clients qui demandent quel serait le territoire à prendre. Justement, aujourd'hui, il y a un territoire à prendre. Et là aussi, il y a de très belles histoires à raconter. Oui, Samia, est-ce qu'il y a d'autres enjeux justement que tu vois? Alors, mis à part donc le sport féminin qui reste à exploiter et où il y a une grande place à prendre, il y a aussi forcément tous ces enjeux RSE. Donc, ça a commencé il y a quelques années. Dans le sport, il y a beaucoup de choses à faire aussi. On est tous responsables aussi du travail qu'on pourra faire et des avancées qu'on pourra avoir sur ce domaine. Et puis, je dirais pas seulement le sport de professionnel avec la haute performance, mais quand vous avez un club, professionnel, vous avez forcément des sections de jeunes, donc des U17, des U15, U13, etc. Et après, vous avez des écoles de loisirs. Vous donnez envie aux jeunes de pratiquer ce sport. Donc, aux États-Unis, le football, il est féminin. À l'école, les filles jouent au foot. C'est normal. Les garçons jouent au basket. Donc, on peut tracer tout ce qu'on veut. C'est juste pour illustrer. Et le sport reste quand même fondamental pour des sociétés aussi jeunes que la nôtre. Parce que c'est le seul moyen qu'on a pour contenir la jeunesse. Quand je dis contenir, pas dans le sens péjoratif, mais pour l'encadrer, pour canaliser, fédérer les énergies, structurer, autour de valeurs partagées. Éviter des gros problèmes, comme la délinquance, comme la violence. Aucune nation n'a trouvé une meilleure solution que le sport. Et il y a plusieurs exemples de pays qui souffraient d'énormément de délinquance juvénile et
qui ont résolu grâce aux infrastructures sportives. Donc, les clubs performants, ils ont leur rôle à jouer parce qu'ils vont cascader en fait cette organisation et cette structure, voilà, pour en bas ratisser très large. Voilà. Zaki, est-ce qu'il y a un enjeu économique aussi pour le Maroc de justement dynamiser ce marketing du sport et ce sport business? Je rebondirai sur déjà le volet RSE. Je pense que clairement, le foot, comme d'autres disciplines, sont des moyens pour que notre jeunesse soit un peu plus, on va dire, évite de dévier sur certaines mauvaises pistes. Oui. Et à travers le monde, c'est une plateforme, j'ai envie de dire, essentielle. Parce que même si on peut avoir des côtés négatifs dans le foot, même une équipe de minime doit se présenter à une séance d'entraînement à 10h, doit jouer à midi, doit aller... Il y a toute une préparation pour les jeunes, donc il y a une rigueur, une discipline qui est présente. Des valeurs qui sont présentes. Sur le running aussi, on a parlé tout à l'heure du Marathon des Sables. Il faut savoir que cet événement, par exemple, a mis un centre qui s'appelle Solidarité Marathon des Sables, où ils reçoivent quand même 250 enfants tous les jours, plus de 100 femmes, donc avec tout un accompagnement annuel. Sur les trails où justement Sofac est avec nous, on fait des collectes de déchets, on invite des enfants, 300 par course pour les initier, à leur dire voilà, votre pays est beau, mais il faut en prendre soin, et on jette pas ces ordures partout. Parce que ça met tant de temps à se dégrader, etc. Surtout dans le Moyen-Atlas, qui sont des régions magnifiques. Oui. Donc c'est tout cet aspect aussi, on va dire RSE, sensibilisation de notre jeunesse, par les valeurs du sport, leur faire comprendre que y a aussi un minimum de rigueur et de discipline pour justement, on va dire, grandir mieux, en toute humilité, j'ai envie de dire, parce que le sport aide pour ça. Après, sur le volet économique, le Maroc a une plateforme au niveau de la diversité des paysages, la beauté des paysages qui est exceptionnelle. C'est peut-être, j'ai presque envie de dire, un des pays où on reçoit le plus d'événements étrangers. Quand je dis étrangers, c'est des événements qui viennent se dérouler au Maroc. Je peux vous dire que moi, le premier événement sur lequel j'ai découvert, c'est le Marathon des Sables. Quand on se rend compte de la puissance et l'exposition médiatique et le rayonnement du Maroc par le biais de cet événement international, c'est phénoménal. C'est plus de 3000 minutes d'images internationales. C'est du passage sur TF1, France 2, CNN, NBC. Je veux dire, le Maroc rayonne par le biais de ce genre d'événement. Et l'impact économique est monstrueux. Je veux dire, par édition, c'est à peu près 25 à 30 millions de dirhams sur le Maroc de retombées économiques. Parce que il faut des avions affrétés. Du catering, la nourriture, 2000 personnes qui sont dans les hôtels, tous les moyens de communication, parce qu'il n'y a plus de réseau dans les régions de Tinrir. Donc c'est énorme, mais il n'y a pas que cet événement. Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment le Maroc a une carte énorme à jouer, peut-être à mieux contrôler certains événements par rapport au respect de l'environnement, etc. Mais même on parlait du MDS, par exemple, il faut savoir sur cet événement, vous avez un camion incinérateur qui nous suit. Donc rien ne doit traîner. C'est tellement des beaux paysages. On n'a pas envie de voir un déchet au milieu de nulle part. Donc cet aspect et l'impact économique est très très important. Je pense qu'il y a encore une marge de progression très très importante pour le Maroc, vis-à-vis de la proximité européenne, et aussi, on va dire, ça s'appelle un peu l'écotourisme. L'écotourisme, exactement. Sur les trails, on a eu, on avait eu 200 personnes, au bout de la deuxième édition, 200 personnes d'étrangers qui voulaient venir. Bon, on a eu le Covid qui nous a un peu coupé les pattes, mais on se rend compte qu'il y a et la réaction des étrangers, quand ils ne connaissent pas le Maroc et viennent au Maroc, ils nous disent, on s'est régalé. Tant mieux. Donc il y a une marge de progression énorme dans ce domaine encore. Parfait. Débat passionnant, autant de sujets très intéressants. On a envie de continuer à débattre. J'invite d'ailleurs les gens qui nous suivent à continuer l'échange sur les réseaux sociaux. En envoyant des questions, je suis sûr que vous ferez un plaisir de continuer à échanger. Et nous allons à présent passer à la troisième rubrique de notre émission, le case study du GAM. Maghreb Industries, connu pour sa marque historique Flash, a su relever le défi de se réinventer, et donc une marque en réinvention. C'est le thème que nous allons voir dans le case study suivant. Bonjour, je suis Amam Rakchi, je suis directeur du développement pour Maghreb Industries, qui est la maison mère du chewing-gum Flash. L'an passé, nous avons travaillé sur le chewing-gum Flash, qui est le chewing-gum numéro 1 au Maroc, et qui est le chewing-gum préféré des Marocains depuis 1958, qui est la date de création de ce produit-là. Avec l'agence de NextClick, TNC, nous nous sommes penchés sur plusieurs problématiques afférentes à ce produit. La première, c'est que même si c'est le chewing-gum numéro 1 au Maroc, il y a une tendance chez les jeunes Marocains à penser que c'est une marque historique qui appartient plus à leurs parents ou à leurs grands-parents qu'à eux-mêmes. La deuxième, c'est que nous n'avions pas communiqué sur cette marque depuis quasiment 20 ans et donc il fallait signer en grande pompe
notre retour sur la communication de ce produit. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'on voulait mettre en avant une thématique lors de cette campagne. C'était la thématique du cool. L'idée était de ne surtout pas perdre l'identité de la marque, qui est une identité forte depuis les années 50, grâce à son design iconique d'une part, et aussi grâce à ses valeurs, qui sont « j'aime, je partage ». Derrière cette idée du cool, il y avait l'idée de plaire à un plus jeune public et de lui montrer que le cool, c'était transmis, c'était partagé des générations un peu plus anciennes aux générations plus récentes. Donc on est allé sur 2 campagnes. Une campagne où on a vraiment mis en avant cette idée de transmission du cool et de partage du cool. C'était la campagne OK OK, où on a fait une collaboration avec le rappeur Tanier. Et là, l'idée, c'était vraiment de montrer ce passage de flambeau entre les générations, entre Hossein Slaoui, qui avait fait la première chanson qui parlait du chewing-gum au Maroc, qui est une américaine, où il évoquait avec les paroles OK OK le chewing-gum et l'arrivée des Américains. C'était le cool des années 50. Et Tanier, aujourd'hui, qui est un des rappeurs préférés des jeunes Marocains, et qui est donc parti du sample de Hossein Slaoui pour faire une chanson où il évoque Flash et où il évoque une nouvelle fois le chewing-gum. Ensuite, on a fait une deuxième campagne, toujours avec The Next Click, qui s'appelait Cool Ma Flash. Et là, l'idée, c'était d'aller encore un peu plus loin et de dire qu'en fait, le cool s'était transmis, mais qu'il y a autant de façons d'être cool qu'il n'y a de personnes et qu'il n'y a de produits Flash. Parce que le challenge ici pour la marque Flash, c'était pas simplement de renouveler son image, mais aussi de montrer qu'il y avait eu des extensions de gamme, qu'il y avait de nombreux produits. L'idée de ces 2 campagnes, c'était de créer du lien et justement de créer un pont entre ces 2 générations et de faire en sorte que les jeunes aussi s'approprient ce produit et l'apprécient et le considèrent comme un produit de leur génération. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment accentué sur une vision du cool qui est propre aux jeunes Marocains et on a complètement assumé la marocanité du produit et en tout cas la marocanité de l'histoire de ce produit. Ce qui était important pour nous et pour The Next Click, c'était d'apprendre, d'où le choix du digital également, qui permet le test and learn. Et donc, vu qu'on n'avait pas communiqué depuis un long moment avec la marque Flash, on n'était pas sûr des réactions qu'allait avoir le public et spécifiquement le jeune public. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait un côté émotionnel à la marque Flash sur lequel on a pu jouer assez rapidement, parce que les gens sont attachés à cette marque, mais comme je le disais, il y a toujours ce petit côté, c'est une marque ancienne. L'idée ici, c'était de faire des campagnes purement digitales, parce que le digital est probablement le média le plus rentable, et d'autre part parce que c'est le média le plus utilisé par notre cible. Donc on a créé un compte Instagram, la marque ne s'était pas exprimée sur les réseaux sociaux depuis un long moment, on a renforcé notre page Facebook et on a communiqué via des campagnes ponctuelles sur TikTok et sur YouTube. Nous avons été honorés d'apprendre que les Impériales nous ont décerné le prix d'annonceur de l'année, de marque réinventée de l'année et de marque patrimoniale de l'année. Et surtout, nous espérons que nous ferons d'autres très belles campagnes dans les années à venir pour que Flash reste un symbole du cool et de tous les cools pour toutes les générations de Marocains. Voilà, donc une marque historique qui se réinvente. Un commentaire par rapport à ce qu'on a vu? Non, quand vous avez un capital émotionnel, ça c'est un asset qui n'a pas de prix. Donc bravo à l'équipe Flash pour avoir fait revivre ces émotions, parce que voilà, je regardais quelques images et ça m'a rappelé, mon enfance. Ouais. Mais je suis sûre que ça parle aussi au jeune public, parce que le produit il a été là constamment. Exactement. Donc l'emballage, le logo, le nom de la marque. C'est un peu notre coca national, je trouve. Exactement. Et oui, c'est un partenaire d'ailleurs très fidèle dans le foot depuis 20 ans. Sur l'argent. Oui. Et une autre raison pour leur dire bravo. C'est aussi un état d'esprit. C'est un état d'esprit des valeurs. Ça, c'est Omar, mais il y a aussi le papa Hakim. C'est un état d'esprit dans cette entreprise et des valeurs qui sont assez fortes et qui sont assez appréciables. Et c'est une histoire familiale. C'est une grande entreprise. On est fiers à chaque fois de mettre en avant les marques marocaines. C'est un modèle. Hein. Oui. Brahim, Samia ? C'est un beau challenge, en tout cas pour les communicants et qui ont travaillé sur le repositionnement et la nouvelle stratégie de marque. Et c'est réussi. Donc, content pour eux, pour cette marque mythique marocaine. Si c'est bien, Brahim ? Très bel exercice de tentative de renouvellement, en fait, je veux dire, dépoussiérer une marque qui s'était inscrite dans le patrimoine, donc forcément pas adopté par les jeunes,
et éviter que ça soit du has-been, C'est ça. et de l'historique et tout ça. C'est un beau challenge aussi pour les agences, les directions de com et tout ça. C'est un exercice assez gratifiant de voir que ça marche aussi. Et j'aimerais bien avoir des chiffres sur les résultats des ventes. Est-ce que ça a suivi? Mais apparemment, je crois que... Oui, ils avaient l'air contents. Merci Ibrahim. Donc voilà, c'était le Mac du Gain, votre rendez-vous mensuel de l'actualité du marketing, de la publicité, des médias et du digital au Maroc et à l'international. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et je remercie encore une fois mes invités pour leur partage, leurs échanges, leur générosité. Merci. Merci.